C'est un procès hors norme qui va s'ouvrir lundi devant la cour criminelle du Morbihan. Joël Le Squarnec, 74 ans, ancien chirurgien digestif, sera jugé pour viol et agression sexuelle sur près de 299 mineurs. Des enfants âgés de 8 à 11 ans qu'il opérait et dont il aurait abusé soit dans leur chambre d'hôpital, soit dans son propre bureau lors de consultations de contrôle. Des enfants parfois conscients, parfois encore endormis, des horreurs qu'il consignait très précisément dans des carnets noirs, des carnets d'horreur qu'il rédigeait comme des romans érotiques. La semaine prochaine, la Cour va donc découvrir le profil de cet homme. Mais ce dimanche, on veut s'intéresser aux victimes. L'une des femmes qui a porté plainte contre lui est notre invitée dans un instant. Mais d'abord, on revient sur ces décennies d'horreur avec Fanny Regnault. C'est dans cette maison, au cœur de la petite ville de Jonzac, que Joël Le Squarnec est interpellé. Il est accusé de viol sur sa petite voisine âgée de 6 ans. Il vit ici comme un ermite, souvent sale et nu. Dans la maison du chirurgien gastrique, les enquêteurs découvrent des poupées, des objets sexuels, des perruques et surtout, dissimulés sous le plancher, un carnet, rédigé à la manière d'un journal intime. Je suis à la fois exhibitionniste, voyeur, sadique, masochiste, scatologique, fétichiste, pédophile et j'en suis très heureux. Pendant près de 30 ans, le prédateur y a consigné des dessins d'abus sexuels, des récits à caractère pédophile et le nom de ses victimes présumées, leur adresse, leur âge. L'âge moyen des victimes reste de 11 ans. Les faits les plus anciens hors prescription remontent au mois de janvier 1989 et les plus récents à janvier 2014. 30 ans durant lesquels Joël Le Squarnec a pu commettre des abominations dans différents établissements hospitaliers de l'ouest de la France. Des soupçons et des dénonciations de pédocriminalité ont émaillé son parcours professionnel, mais il n'a jamais été inquiété. Des silences et des dysfonctionnements qui ont permis aux chirurgiens de commettre 300 viols ou agressions sexuelles. Il abusait de ses jeunes patients après une opération lors de leur phase de réveil. Joël Le Squarnec, 74 ans, pourrait être le plus grand pédophile jamais connu en France. Il encourt 20 ans de réclusion. Et invité d'affaires suivante, Amélie Lévesque, bonjour, merci d'être avec nous. Vous faites partie de ces personnes qui ont porté plainte contre Joël Le Squarnec. Vous allez nous raconter votre histoire dans un instant. Merci beaucoup d'être là et votre courage de parler à la veille d'un procès qui évidemment est difficile pour vous comme pour toutes ces victimes. À vos côtés, votre avocat, maître Francesca Satta. Bonjour, merci beaucoup d'être là. Vous représentez une dizaine de parties civiles. Un peu plus d'une dizaine aujourd'hui, oui. Ça va être un procès extrêmement éprouvant pendant 4 mois. Avant de parler peut-être de tout ça, votre vie avant ce 27 janvier 1991, elle était comment? J'étais une petite fille tout à fait normale, joyeuse. J'allais très bien. Une enfance heureuse? Très. Oui, Et puis il y a cette date, ce 27 janvier 91, où comme plein d'enfants, vous avez une appendicite. Oui. Qu'est-ce qui va se passer? Alors sur le moment, il ne se passe pas grand-chose. J'avais un souvenir de lui assez vague, quelqu'un de pas très sympathique, assez vulgaire. Mais au sortir de l'opération directement... Pardon, vulgaire, quand vous aviez 9 ans, hein. Oui. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui vous avait donné ce sentiment-là? Il disait beaucoup de gros mots, donc il parlait pas d'urine mais de pisse, de choses comme ça. Donc ça m'est resté très longtemps, ça, en fait, dans le souvenir de petite fille. Et puis c'est plus tard qu'en fait on a découvert que j'avais développé des phobies au niveau des soins et notamment des prises de sang et des piqûres. Qu'est-ce qui se passait? Vous ne vouliez pas aller chez le médecin? Il y avait des angoisses? C'était pire que des angoisses, oui. C'était des grosses crises. Je me cachais sous la table. On ne pouvait pas me prendre le bras. On ne pouvait pas me faire de vaccin. On n'a pas pu m'opérer les dents de sagesse. Ça a été très, très compliqué. C'était, j'imagine, irrationnel pour les gens qui vous suivaient, même peut-être pour vous-même. Comment vous... Pour moi aussi, oui. Vous ne compreniez pas comment ça se passait? Qu'est-ce que vous vous disiez? Je ne comprenais pas pourquoi j'étais comme ça, mes parents non plus, mon médecin non plus. Personne n'a vraiment mis de mots sur ce qui se passait. Et oui, c'était complètement irrationnel parce que c'est arrivé d'un coup. Et puis pourquoi j'avais peur comme ça? Enfin, c'est vrai que ça paraît un peu bébé, un peu chochotte, un peu tout ce qu'on veut. Et puis voilà, après, même adulte, hein, ça a été très compliqué pour moi. Et c'est toujours très compliqué pour moi. Ça a gâché une partie de votre enfance? Oui, ouais, très longtemps. Même aujourd'hui, si je tombe malade, j'aurais vraiment du mal à me faire soigner. 2019, cette affaire commence à être connue du grand public. On va y revenir par cette petite voisine qui va donner l'alerte. Et puis on va remonter le fil, on va découvrir les carnets, on va découvrir l'horreur. Et c'est à ce moment-là que vous avez quoi? Un flash, un moment, quelque chose se passe? Je lis un article de journal
qui parle de l'affaire Le Squarneck, mais assez global, pas quelque chose de très précis. Et puis, je sais pas, je me retrouve dedans. Je me dis, mais si c'était lui qui m'avait opéré, donc voilà, je remonte un peu le fil des choses avec mes parents, mon médecin. Puis, je contacte mon avocate qui me confirme effectivement que je suis bien dans les carnets. Donc, à partir de là, c'est la descente aux enfers. Mais en même temps, voilà, des réponses à des questions d'une vingtaine d'années, voire 30 ans. Donc, Pour que les gens comprennent bien, dans ces carnets, il y a votre nom, il y a votre âge, il y a le descriptif très précis de ce qu'il a fait à toutes ces personnes, à tous ces enfants. C'est-à-dire que c'est comme ça que vous allez comprendre ce qui vous est arrivé. pas vraiment, parce que moi, dans le carnet, la phrase, elle est assez succincte. Ouais. On ne parle que de regard. Donc, c'est plutôt après les séances de thérapie et d'hypnose qui m'ont permis de revivre le moment de la salle de réveil. Que vous avez vécu, Maître, c'est ce que porte avec beaucoup de courage, beaucoup de courage, effectivement, d'être déjà présumées. présente aujourd'hui. Amélie a été, je dirais, véritablement très courageuse dès le départ. Dans les témoignages qu'elle a pu énoncer, qui lui faisaient du bien, parce qu'elle voulait parler à visage découvert, et elle voulait aussi que son témoignage puisse permettre, je dirais, que la parole se libère. Voilà. On est quand même face à un dossier où pendant 30 années, Joël Le Squarneck a bénéficié en toute impunité de ce silence. Silence à la fois personnel, silence professionnel, ce que nous qualifierons d'omerta. L'omerta, aujourd'hui, c'est terminé. Aujourd'hui, nous avons des victimes qui parlent, qui osent, je dirais, prendre la parole sur des sujets qui sont extrêmement intimes et qui ont ce courage de tous les jours d'affronter aussi ce qu'ils éprouvent, ce que Joël Le Squarneck a détruit en eux, que ce soit des hommes ou des femmes, dans les personnes que je vais défendre au procès qui commence demain. On a vraiment une destruction qui s'est faite de ces personnes. Est-ce que vous pouvez nous raconter alors quelques-uns de ces éléments qui sont notés dans ces carnets pour qu'on comprenne l'horreur de ce qui a pu être vécu? On va le découvrir la semaine prochaine pendant le procès, mais vous les connaissez bien, vous avez travaillé dessus. Je les connais bien, je connais effectivement, j'ai des mots en tête qui sont particulièrement prégnants sur ce qu'il a pu écrire. Vous savez, Amélie disait à l'instant, je me souviens d'un mot, c'est le mot pisse, voilà. Ben, vous voyez, ce sont des écrits qui sont écrits véritablement avec l'utilisation de ces mots très crus. Lorsqu'il est en visuel sur un enfant qui est dénudé sur le lit d'hôpital, ça va être mon regard est attiré par sa petite vulve précoce, etc. Vous voyez, ce sont des mots comme ça qui, moi, m'ont écœuré, je le dis très, très simplement. Il m'a fallu quand même 3 reprises avant de pouvoir arriver à lire tout ça. Tellement s'abjecte, tellement vous avez une déshumanisation totale de l'enfant qui est concerné. Tellement Joël Le Squarneck considère cet enfant comme un godemiché et qui est là pour assouvir ses besoins sexuels. Alors, toutes ces horreurs, tout ce qui sera relaté au cours de ces 4 mois de procès, tout ce qu'ont vécu ces personnes les unes après les autres, effectivement, il y aura lecture et il y aura effectivement des réponses, ou tout au moins nous le souhaitons, de Joël Le Squarneck, et tout au moins une prise de responsabilité en tant qu'homme de ce qu'il a pu faire. Oui, c'est vrai que ça résonne avec l'affaire Pellico. Pellico filmé, et Le Squarneck noté. Et pendant 30 ans, il a tout consigné dans cette petite écriture de patte de mouche, sachant que dans les 2 cas, le mot n'existe pas dans le catalogue des perversions. Il y a la nécrophilie, qui est le summum de la perversion. La nécrophilie, c'est quand vous avez des rapports sexuels avec une personne morte. Et puis il y a la somnophilie, quand une personne dort. Mais dans votre cas, comme dans le cas de Dominique Pellico, on n'est pas du tout dans la somnophilie, puisque les personnes ne pouvaient pas se réveiller, elles étaient endormies dans une phase opératoire. Autrement dit, on est plus proche de la nécrophilie, qui est encore une fois le summum de la perversion, avec ce qu'on sait, c'est simplement ces carnets. Sachant que la famille, personne n'a rien dit, alors que vous le savez bien, il y a eu plein d'alertes de la famille. Bien sûr. Les collègues du Conseil de l'Ordre, personne n'a rien dit, alors que là encore, il y avait plein d'alertes. Autrement dit, le procès va permettre de revisiter pourquoi Le Squarneck n'a pas été arrêté bien plus tôt. Et de découvrir le catalogue d'horreur
et des perversions. Le catalogue d'horreur, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est quand même, on part d'une enfant. C'est une enfant qui va faire tomber Joël Le Squarnex. Une enfant de 5 ans que j'ai défendue au cours du premier procès avec ses parents, qui a eu ce courage inouï du fond de son jardin de pouvoir révéler à sa maman, avec ses petits mots à elle, ce qu'elle avait vécu. Et de là, nous allons arriver effectivement à la plainte de la maman, à l'enquête qui va se mener et aux perquisitions au domicile de Joël Le Squarnex pour découvrir des choses absolument atroces. Poupées, carnets tenus. On a effectivement cette espèce de serial killer, parce qu'on peut le qualifier comme ça. On a cette espèce de serial killer qui va noter jour après jour ce qu'il entreprend, ce qu'il fait sur chacun de ses mineurs. Mais pourquoi le fait-il? Parce qu'il faut quand même expliquer cela. Il le fait parce qu'il a besoin, par une relecture, de revivre l'instant T qu'il a eu pendant 5 minutes au sein de la chambre de l'hôpital, pour pouvoir éprouver de nouveau ces pulsions sexuelles qu'il a éprouvées à ce moment-là. Joël Le Squarnex, c'est un pédophile qui l'écrit et qui le clame, et qui vit 24 heures sur 24 dans l'unique but d'assouvir ses pulsions sexuelles. Amélie, tout ce qu'on raconte là va être amplifié, détaillé ces prochains jours, ces prochaines semaines. Comment vous abordez ce procès? Est-ce que vous allez réussir à le regarder? Est-ce que vous avez envie de le voir? Dans quel état d'esprit vous êtes? Je suis assez stressée, assez angoissée là, à la veille de l'ouverture du procès. Après, j'ai très envie de le voir, de le rencontrer. J'ai des choses à lui dire encore. Je ne fais que de le dire, mais j'ai vraiment des choses à lui dire parce que je ne veux pas avoir de regrets. J'espère ne plus jamais croiser sa route. Donc, j'aimerais vraiment clôturer tout le chapitre la semaine prochaine, puisque moi, je passe tout au début. Je passe le 7 mars. Lui dire le mal qu'il vous a fait? Aussi, et puis surtout qu'il ne m'a pas détruite et que malgré tout, je vais continuer, je vais me relever et que je vais y arriver et que je vais m'en sortir. Votre vie aujourd'hui, vous arrivez à en parler, vous avez fait un travail considérable pour être là. Comment ça va? C'est assez difficile aujourd'hui, mais globalement, je vais bien. Je suis très bien entourée, je suis bien suivie, je suis très bien accompagnée aussi. J'ai beaucoup de chance, donc globalement, on va dire que je vais bien. Est-ce qu'entre victimes, vous vous êtes parlé, vous avez des petits groupes peut-être pour vous soutenir à partir de la semaine prochaine? Alors les groupes, c'est surtout... Alors on a créé un groupe avec un lien commun, qui est votre avocate. On a créé un groupe WhatsApp, ce qui permet à toutes les victimes que je défends de pouvoir communiquer, je dirais, tous les jours, à n'importe quelle heure, et surtout d'avoir ce soutien de groupe. On a vraiment un groupe extrêmement soudé, où la liberté de la parole est respectée, où personne ne va critiquer le fait de dire ceci ou cela. On est vraiment très, très bien. Mais qu'est-ce qu'il faut en attendre de sa part? Comment il a été au premier procès? Qu'est-ce qu'il va dire? Alors, écoutez, au premier procès, c'est bien simple. Moi, il n'a jamais reconnu les faits concernant la jeune petite que je défendais. Qu'est-ce qu'il faut en attendre pour ce procès qui arrive? J'aimerais qu'il n'ait pas l'attitude qu'il a eue au premier volet, c'est-à-dire une attitude de retrait, une attitude tout à fait froide, attendant que les pions avancent devant lui pour savoir quelle réaction il va tenir et quelle réponse il va apporter. Moi, j'attends de lui qu'il se comporte en homme, qu'il assume ses responsabilités pour permettre aux victimes de pouvoir enfin avoir une réponse. Et ça, c'est important. On a besoin d'une reconstitution du puzzle. C'est ça qui est important. Des pièces manquent. Et nous avons besoin de ces pièces. Et on verra demain l'attitude qu'il adoptera. On voulait donner la parole aux victimes aujourd'hui, à vous toutes, qu'elle ait porté ce courage à partir de la semaine prochaine. Merci beaucoup, Amélie. Merci Maître Satta d'être venue. Et la semaine prochaine, évidemment.